Pour ma part, je voudrais commencer par quelques questionnements que j'avais eus en observant le débat. Quand je lisais parfois dans Le Devoir ou dans d'autres journaux des personnalités qui se présentent comme étant féministes, défendre des gestes tels que je ne me ferai pas servir par une caissière si elle porte un foulard, ou je ne me ferai pas soigner par un médecin qui porte le foulard. Et je me posais la question, je me disais, mais comment peuvent-elles réconcilier une telle position par justement le féminisme en tant que valeur et en tant que position? J'étais vraiment, sincèrement perplexe. Je ne comprenais pas comment on pouvait réconcilier cela. Alors, pendant que j'écoutais un peu ces débats, je préparais un cours sur Hannah Arendt, qui est une philosophe politique. Et on n'a pas tendance à penser à Hannah Arendt quand on pense du féminisme. Mais je dois dire que ce que je lisais d'elle m'a vraiment permis de mettre des mots à certaines intuitions que j'avais eues en suivant ce débat-là. On la connaît pour ses textes, surtout sur la banalité du mal et sur le totalitarisme. Mais Hannah Arendt a aussi écrit sur la compassion, elle a écrit sur la pitié, elle a écrit sur la solidarité. D'abord et avant tout, elle a écrit sur la politique et sur la liberté. Quelle est la finalité de la politique selon Hannah Arendt? Ce n'est certainement pas la gestion des ressources, la gestion de l'État, ce n'est même pas la gestion des besoins des citoyens. Ce n'est certainement pas la gestion des différences. Pour elle, tout cela relève de simples tâches ménagères qui ne font que maintenir l'ordre. Et souvent, c'est un ordre injuste. Ce n'est pas de la politique, cela. La politique devient véritablement politique quand elle permet, selon Hannah Arendt, l'actualisation de la liberté. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par cela? La liberté, ce n'est pas se défaire d'une contrainte quelconque ou de l'oppression. Ça, c'est la libération. La libération toute seule peut amener à un changement. Mais le changement peut aller vers le pire, comme il peut aller vers le bien. La libération ne garantit pas en elle-même la liberté avec un grand L. Pour Hannah Arendt, la liberté est seulement possible entre les individus qui vivent en société, qui s'engagent les uns avec les autres. La liberté, c'est une pratique qui se fait à tous les jours en vivant avec les autres et en s'engageant avec les autres. Donc, pour elle, la politique, son but, sa raison d'être, c'est de fournir la scène sur laquelle les individus peuvent se rencontrer, de donner forme à l'agir individuel par la parole avec les autres, et surtout en mettant en relation leurs différences, car ce sont ces petits écarts qui permettent de dépasser l'imaginaire individuel et qui peuvent transformer une multitude d'actes individuels en quelque chose de véritablement nouveau. Elle se pose ensuite la question, si la liberté s'actualise avec les autres, en agissant et en dialoguant avec les autres, alors quelle forme concrètement cette relation à l'autre pourrait-elle prendre? Et elle parle de la compassion, de la pitié et de la solidarité. Les trois, selon Hannah Arendt, seule la solidarité peut être un positionnement politique. Seule la solidarité pourrait amener à un dépassement de soi. Pourquoi? La compassion, et là elle prend la figure de Jésus-Christ, en disant que c'est la figure parfaite de la compassion, c'est la capacité de partager avec l'autre sa souffrance. C'est une souffrance partagée. Sur le plan émotif, ça peut être quelque chose de très puissant. D'ailleurs tellement puissant que ça mène à l'action et ça peut même amener à l'action au détriment de la parole. Une émotion, c'est par définition un dépassement de la parole. C'est très difficile de l'articuler dans une parole qu'on peut ensuite généraliser et partager avec les autres. Et donc, quand on est dans la compassion, il est très difficile
de produire ou de créer quelque chose au-delà de ces émotions-là. Quand on est dans l'émotion, on ne peut que submerger l'autre de notre émotion ou bien de souffrir ensemble. Mais la souffrance partagée, selon Hannah Arendt, ne pourrait pas vraiment construire quelque chose. La pitié, c'est encore pire. Parce que dans la pitié, il n'y a même pas un partage. Dans la pitié, il y a un détachement total de l'autre. Quand on a pitié de quelqu'un, c'est très difficile d'interagir avec lui. C'est très difficile de construire quelque chose avec lui. À la limite, la pitié peut amener à la cruauté. Pensez par exemple, quand on décide, je ne sais pas, d'euthanasier notre animal domestique parce qu'il est rendu trop vieux. C'est pour son propre bien qu'on le fait. Ça, c'est la pitié. Et la pitié, elle a besoin de la souffrance pour se justifier. Alors, on n'est même plus dans la mutualité de la compassion. Dans la solidarité, par contre, c'est le rassemblement pour une idée et à travers les idées pour un projet qui est plus large. Et puisqu'il y a reconnaissance de la multitude des idées, la multitude des représentations, il faut avoir discussion, il faut avoir persuasion, il faut avoir négociation, il faut avoir compromis. Ce sont tous des choses qui ne peuvent pas être réalisées seules avec l'affect et l'émotion. Alors pour revenir un peu à cette histoire de on le fait pour leur propre bien, on leur interdit le voile pour leur propre bien, mais je dirais c'est une position qui ne peut se justifier que si on est justement dans la pitié. On est dans la pitié vers quelqu'un, on est dans le détachement total de cette personne-là, on ne se reconnaît pas là-dedans, on ne se reconnaît pas chez cette personne-là, et on n'est même plus dans la compassion. On ne souffre plus avec cette personne. On veut simplement lui imposer une recette parce que c'est mieux pour elle, et même si ça va lui faire souffrir, c'est pas grave. Et je dirais que si on va parler des effets de la charte, ce que je vois et ce que j'entrevois, c'est justement cette espèce de déplacement, d'un positionnement de solidarité vers la compassion, mais ensuite vers la pitié. On le voit dans le débat, comment il a évolué. Alors qu'il y avait, parfois, on entend des voix justement de compassion, même ces voix-là sont maintenant en train d'être enterrées sous cette espèce de position de pitié vers l'autre, ou envers l'autre. Et je crois pour l'avenir, en termes de politique, au-delà des femmes musulmanes, c'est extrêmement néfaste pour la politique en général, pour les débats de société que nous allons faire pour l'avenir. Oublions la religion. Il y a d'autres débats à faire. Si on n'est plus capable de faire la politique que par l'affect, que par l'émotion, que par la pitié vers les autres, pensez un peu aux politiques économiques, par exemple, je crois que ça ne pourrait amener qu'à des espèces de recettes qui peuvent donner des résultats pervers. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai réfléchi à Hannah Arendt. Y a-t-il possibilité de revenir à la solidarité? Oui, j'espère. Mais il faut être conscient qu'il y a vraiment un déplacement. Est-ce que ça a été forcé par des contextes plus larges? Certainement. Mais je crois aussi qu'on se laisse aussi aller vers certaines directions. Si quelqu'un comme Viviane Barbot peut dire que je ne peux me faire servir par une caissière, c'est justement, et se le justifier en tant que position féministe, c'est justement parce qu'elle ne s'identifie plus à cette femme-là. Et elle la regarde comme on regarde pauvre Fatima, justement.